Bonjour. Qui parmi vous a déjà vu sur Internet une vidéo d'animaux qui font des choses complètement folles? Par exemple, un chat et une chouette qui passent leur temps à s'amuser ensemble, euh, un gnou qui se fait attaquer par un crocodile, et il y a deux hippopotames qui arrivent et qui le sauvent, ou des histoires d'amitié un peu folles comme un ours et un tigre, etc. C'est fou, non? Ça fait des centaines de millions de vues, et on trouve ça fou. La question c'est, pourquoi est-ce qu'on trouve ça fou? Et en fait, on a l'habitude de concevoir la nature comme un ensemble d'espèces bien déterminées, qui font des comportements, voilà, qui ont des gènes, et tout est bien rangé, bien ordonné. Et en fait, tous ces animaux et ces plantes évoluent dans une nature avec des relations de prédation, de chaîne alimentaire, de compétition, d'agression, etc. Darwin parlait de la sélection des plus aptes. Et puis des philosophes ont transformé ces propos, on parlait de loi du plus fort ou de loi de la jungle. Il y a une quinzaine d'années, en fait, je travaillais dans la jungle, justement. C'était en Guyane, et j'étudiais le comportement des fourmis. J'ai fait quelques années de recherche, et j'ai effectivement vu des fourmis qui capturaient des proies, ici une mouche, et elles le faisaient en coopérant. Et puis j'ai vu aussi des fourmis qui s'associent à des arbres. Ici, il y a une plante en particulier qui produit un exudat sucré sur des nectaires extrafloraux. Les fourmis, cette espèce vient s'en abreuver et en échange offre un peu de protection à l'arbre contre des insectes ravageurs. Nourriture contre protection. Et puis cette fourmi, elle fait des nids en carton sous les feuilles. C'est une fourmi arboricole. Et on s'est rendu compte avec les collègues chercheurs qu'il y avait des coccinelles qui vivaient en étroite association dans ces nids avec les fourmis. C'est bizarre, les coccinelles et les fourmis d'habitude. Et puis il y a même des guêpes, des toutes petites guêpes qui font leur nid dans les nids de fourmis, en association étroite aussi. Alors finalement, quoi, dans la jungle, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis intéressé en parallèle de ma thèse pendant des années à tout ce qui se passait dans le monde animal. Et puis j'ai étendu mes lectures, disons, au monde végétal, aux champignons, aussi aux micro-organismes. Et puis je suis allé voir ce que faisaient les humains, en économie, en psychologie, en politique, etc., en neurosciences. Et j'ai vécu des grands déclics. Ça a changé ma vision du monde, ma manière de voir les autres êtres vivants. Et c'est ces déclics que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On va faire un petit tour dans la jungle. Et on connaît les fourmis. Les fourmis, c'est une famille. Ils s'entraident. Et les biologistes parlent d'altruisme. Quand une des fourmis, mais ça peut être des abeilles, des termites, il y a beaucoup de sociétés animales qui vivent en colonie, en famille, et un des individus se sacrifie pour ses congénères. On parle d'altruisme. Il n'y a pas de connotation morale. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils appellent ces comportements. Et puis ça peut être aussi au sein d'une espèce, mais entre individus non apparentés. Il n'y a plus de famille, mais on s'associe. Alors on parle plus de coopération. Ici ce sont des pigeons qui échappent plus facilement aux prédateurs en s'associant, en coopérant. Mais ça peut être des loups qui chassent en meute, etc. Il y a des milliers d'exemples. Et puis, il y a des associations entre espèces. Ici, en fait, la pollinisation, c'est une sorte d'association à bénéfice mutuel entre la plante qui fournit des liquides sucrés en échange de la dispersion, du déplacement de ses gamètes, du pollen. Transport contre nourriture. Et là aussi, il y a des milliers d'exemples. Et en Tanzanie, au Kenya, il y a aussi des associations, par exemple dans les grandes migrations, il y a des millions d'individus même qui sont concernés, des gnous, qui s'associent à des zèbres et à des gazelles. Et les zèbres, en fait, c'est un peu le GPS, parce que les gnous, ils sont forts sur l'odorat, et les zèbres, ils voient plus loin, et les gazelles, elles entendent mieux. Et ensemble, ça va mieux. C'est plus efficace. Et dans la forêt, c'est aussi fou. Parce que ça fait quelques années que les scientifiques découvrent des choses incroyables.
Par exemple, on commence à savoir maintenant, assez bien, et l'idée est popularisée, que les racines des arbres se prolongent par des champignons, des mycorhizes, qui permettent à l'arbre d'aller plus profond, plus loin, capturer l'eau, prendre les nutriments. Et en échange, l'arbre qui photosynthétise offre des sucres aux champignons. On a une symbiose très très efficace qui est très répandue. Mais le champignon, il est malin. Parce qu'en fait, dans la forêt, il a fait un grand réseau qui interconnecte toutes les racines des plantes et des arbres. Si bien que les arbres, entre eux, peuvent s'associer, c'est-à-dire se transmettre des nutriments via les mycorhizes. Et les arbres en meilleure santé, qui captent plus de sucre, ils vont pouvoir donner des sucres, transférer des sucres aux individus, les jeunes qui sont en pleine croissance, ou les malades, ou ceux qui ont du mal, ou ceux qui sont plus à l'ombre et qui en ont besoin. Et ce qui est fou, c'est que ça arrive aussi entre espèces différentes. Un bouleau peut transférer des sucres à un sapin et inversement. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les arbres ont inventé, depuis des millions d'années, les allocations familiales et la sécurité sociale. Des millions d'années avant nous. Je reprends l'expression du biologiste Gauthier Chapelle, avec qui j'ai écrit ce livre sur l'entraide. Et chez l'humain alors? Mais chez l'humain, il y a une diversité de manières de s'entraider, de s'associer, c'est très complexe, qui implique des sentiments aussi divers que l'amitié, l'amour, la confiance, le sentiment d'équité, le sentiment de sécurité, la réputation, etc. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Juste, je voulais vous dire sur l'humain, le cœur de l'entraide chez les humains, et c'est très puissant, c'est l'empathie. C'est cette capacité qu'on a très profondément ancrée en nous de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce que ressent l'autre en nous. Ce que ressent l'autre, il est en nous. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très tôt. Enfin, on est câblé pour ça. Il y a des expériences magnifiques sur les bébés, des 9 mois, 7 mois, qui développent des comportements déjà, qui montrent déjà des comportements prosociaux avant même d'avoir acquis le langage ou la raison, etc. Et puis, chez nos cousins, les primates aussi, des comportements très semblables, avec beaucoup d'empathie, etc. Et en fait, l'empathie, ça fait un jeu de miroir à l'infini qui permet de rentrer dans un cercle, dans une relation de réciprocité. C'est ça le cœur de l'entraide chez l'être humain. Et l'être humain, il a cette capacité exceptionnelle à étendre la réciprocité au-delà des petits groupes. Parce que la réciprocité, ça existe chez beaucoup d'espèces. Mais chez l'humain, on peut l'étendre grâce à des contrats, des normes sociales, des institutions, à des groupes extrêmement larges, extrêmement grands, de plusieurs millions d'individus, ce qui fait que nous sommes devenus une espèce ultra sociale. Et c'est unique dans le monde vivant. On peut coopérer entre millions d'individus, même entre personnes qui ne se connaissent pas, entre personnes anonymes, etc. Alors dans la jungle, c'est quoi ces déclics? Eh bien avec Gauthier, ce qui nous a marqué, ce qui a changé notre manière de voir le monde, c'est que l'entraide, en fait, les manières de s'associer, les manières qu'ont les êtres vivants de s'associer, l'entraide est partout. Partout et tout le temps, et depuis la nuit des temps. En fait, c'est une des grandes matrices de la jungle. C'est ce qu'on a appelé l'autre loi de la jungle. Mais il suffit de s'en rendre compte. Il suffit d'y croire, il suffit de le voir et de le comprendre. Et il y a quelque chose d'autre qui nous a frappé, c'est qu'il y a en fait plein de manières de s'associer. Les êtres vivants ont développé plein de couleurs, plein de manières différentes. Voilà, c'est une sorte de mosaïque de toutes les couleurs. C'est ce qu'on a appelé la symbiodiversité, la biodiversité des manières d'être ensemble et de s'associer. Et ça foisonne dans la jungle. Et il y a une dernière chose qui paraît fondamentale et qui est aussi un grand déclic, c'est qu'en fait, ce n'est pas forcément les plus forts qui survivent dans la jungle. Ça peut, mais ce n'est pas forcément les plus forts. Ce sont ceux qui coopèrent le plus. Et il y a mieux. Dans les années 90, des chercheurs dans les Rocheuses, dans les montagnes, aux États-Unis, dirigés par une équipe d'écologues dirigée par Ragan Callaway, mais ils ont fait des découvertes assez étonnantes. En fait, au fond de la vallée, ils ont montré qu'il y avait une coexistence entre pins et sapins. Et lorsqu'on enlevait les pins,
les sapins se portaient mieux. Ça veut dire qu'il y avait compétition entre eux, d'accord. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais ils sont allés en haut de la montagne, là où les conditions sont plus difficiles. En fond de vallée, il fait chaud, il y a beaucoup de nutriments, etc. En haut de la montagne, il fait froid, il y a des conditions plus difficiles, plus hostiles, moins de nutriments. Et il y a toujours la coexistence entre pin et sapin. Sauf que quand on enlève un pin, les sapins poussent moins bien. C'est-à-dire que pour les mêmes espèces, même association, quand le climat, quand le milieu devient plus hostile, l'entraide émerge. C'est fou. Il y a une formidable expérience qui a été faite en 2016 par des chercheurs aux Pays-Bas. Ils ont pris 2 souches de levure et chaque souche était transformée, ne pouvait pas produire un certain type d'acide aminé. Donc deux types d'acides aminés différents. Et les chercheurs ont mis ces 2 souches dans un bain avec les 2 acides aminés, un bain très riche en nutriments en acides aminés. Ce qu'ils ont observé, c'est que les 2 souches ont commencé à entrer en compétition. Et finalement, il y en a une qui a tué l'autre. Et en fait, en mettant les 2 souches et en appauvrissant le milieu en acides aminés, les chercheurs se sont rendus compte que la compétition diminuait, s'arrêtait. Et puis en appauvrissant encore le milieu, les 2 souches se sont mis à s'associer, à coopérer, à s'entraider. Pourquoi ? Parce que l'une s'est mise à produire les acides aminés de l'autre. Et puis en appauvrissant encore le milieu très très pauvre en acides aminés, les 2 souches sont retrouvées dans une association obligatoire, une sorte de symbiose, où l'un ne pouvait plus vivre sans l'autre. C'est fou. Et c'est ce qui se passe chez les manchots, par exemple. Mais il y a aussi des milliers d'exemples. Quand les conditions sont difficiles, là, il peut y avoir des vents à moins 200 degrés en ressenti. Si les manchots étaient en compétition, chacun pour soi, ils seraient tous morts déjà. Chez l'être humain, il y a quelque chose de semblable. Des spécialistes, des psychologues, sociologues, qui ont étudié les catastrophes, les tsunamis, les attaques terroristes. Ici, c'est dans le World Trade Center en 2001. Les crashs d'avions, les incendies, les tremblements de terre, etc. Tous les discours, les témoignages des rescapés convergent. Il n'y a jamais de panique, ou très 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 rarement, dans des conditions spéciales. Plus on va à l'épicentre de la catastrophe, du phénomène, plus il y a de calme, d'auto-organisation, de l'entraide et des comportements altruistes extrêmes. Et en fait, même sans conditions extraordinaires, il y a des chercheurs qui ont fait des jeux économiques, ils ont placé des participants autour d'une table avec chacun un peu d'argent et ils devaient participer à un bien commun. Et ils pouvaient ne pas participer. Et les chercheurs ont remarqué que ceux qui participaient le plus vite, qui jouaient le plus vite, c'était les plus coopératifs. Alors ils se sont dit, c'est intéressant, on va accélérer les choses. Alors ils ont demandé aux participants de jouer plus vite, plus spontanément. Et globalement, les gens ont été plus coopératifs, plus prosociaux. Et après, ils ont demandé aux gens de prendre leur temps, de réfléchir. Et les gens étaient plus égoïstes. Et en fait, l'être humain, il a cette capacité, cette caractéristique plutôt, qu'il est néothénique. Ça veut dire qu'à la naissance, on n'a pas fini notre maturation. On continue à grandir, à croître, finit notre maturation en dehors du ventre de notre mère. C'est-à-dire qu'à la naissance, on est extrêmement vulnérable, mais extrêmement incapable de s'en sortir. Et on a besoin, papa, maman, on a besoin donc les tantes, on a besoin des grands-parents, de la grand-mère, on a besoin du clan, on a besoin de la société, de la culture, on a besoin des autres. Et c'est cette ultra vulnérabilité, mais qui a fait de nous des êtres ultra sociaux, donc ultra puissants. C'est ça le paradoxe de l'humain. Et alors c'est le grand déclic, le dernier déclic que je voulais vous présenter, c'est qu'un milieu hostile fait émerger l'entraide. C'est une des leçons qu'on tire de l'observation de la jungle. C'est fou, non ? Et vous n'y croyez toujours pas ? C'est normal. C'est normal parce que c'est incroyable. Et c'est normal aussi parce que l'être humain, il a cette capacité aussi d'être dans sa tête. Ça fait environ 70 000 ans qu'on a passé une sorte de révolution cognitive et on se raconte des histoires. Et on est dans nos mythes, dans nos récits, dans notre storytelling. Et on y croit profondément parce que ça donne du sens au monde, à notre existence. Et on arrive à faire des merveilles avec ça.
ce qui est unique dans le monde vivant. Et on arrive à aussi s'organiser pour massacrer son voisin, à grande échelle. On arrive à le faire grâce à toutes ces histoires qu'on se raconte. On arrive à croire à des choses folles, comme par exemple qu'il n'y a qu'une loi dans la jungle. Et on y croit profondément. Et donc notre société est devenue extrêmement compétente en compétition. Depuis quelques dizaines d'années, on a des facs d'économie, des business schools, des prix Nobel, des équations, etc. Très bien. Mais maintenant, il est grand temps de redevenir compétent et de devenir compétent en coopération, en altruisme, en solidarité, en fraternité, etc. De voir et de mettre les projecteurs sur l'autre partie du tableau. C'est vraiment important. Pourquoi ? C'est ça la question. Pourquoi ? Vous n'êtes pas sans savoir que des catastrophes globales sont en train d'avoir lieu, et je ne parle pas que du climat. Et le problème avec notre société, c'est qu'on vit dans une société d'abondance. Et qu'une société d'abondance, c'est pas ça le problème. C'est que ça permet l'émergence d'une culture de l'égoïsme, une culture de la compétition. En fait, la compétition et l'égoïsme, c'est un luxe de riches. Et du coup, avec les tempêtes à venir, les temps difficiles qui viennent, il se peut que les pénuries ou les catastrophes soient des problèmes en soi. Mais le principal problème, parce qu'on sait gérer les pénuries depuis des centaines de milliers d'années, l'être humain, il sait gérer ça. Le problème, c'est d'arriver brutalement dans les pénuries avec une culture de l'égoïsme. C'est ça qui crée à court terme des comportements égoïstes et toxiques et dangereux et violents. C'est ça. Et ce que montre le vivant, ce que nous montre le vivant, c'est qu'à long terme, ce sont les groupes les plus coopératifs qui survivent. Donc il tient qu'à nous de se recréer des histoires, des récits, des mythes, et d'y croire, et d'y aller, pour, en tant qu'espèce, traverser le siècle, arriver à traverser le siècle, peut-être au-delà, en tout cas au moins jusqu'en 2084. Merci de votre attention.